Le 23 septembre 2022, l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, a rendu son verdict en accordant à l'association Laguiole Aubrac-Auvergne, qui portait le projet d'une IG Couteau Laguiole, commune aux deux territoires de fabrication que sont Laguiole et Thiers, liés depuis 150 ans dans une même aventure artisanale donc profondément humaine. La colère de certains couteliers de Laguiole, qui réclamaient une IG uniquement sur le territoire aveyronais, a dégénéré en rumeurs, minutieusement élaborées par des personnages habiles dans la manipulation de l'information, mais dont les manœuvres ne peuvent être que vouées à l'échec lorsque s'établit enfin la manifestation de la vérité. Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité, nous a enseigné Charles de Gaulle. La rumeur est la plus ancienne des médias que sont les journaux, la radio, la télévision, mais l'explosion des réseaux sociaux n'a fait qu'amplifier ce phénomène de fake news, ces fausses nouvelles lancées en connaissance de cause dans le champ médiatique. La rumeur est comme une mauvaise herbe qui pousse après l'incendie. Elle est le sida qui se transmet par la salive. Mais un proverbe africain nous a appris que le croissement des grenouilles n'a jamais empêché l'éléphant de boire. C'est pourquoi, face à ces nouveaux pouvoirs de ce début de troisième millénaire, que sont les médias, véritables vecteurs, amplificateurs de rumeurs, il nous est apparu utile de réunir aujourd'hui des personnages parfaitement intégrés dans l'univers de la coutellerie et dont le professionnalisme et le respect des savoir-faire ancestraux est la devise de leur métier. Monsieur Aubry-Verdier, bonjour. Bonjour. Pour découvrir le chemin qui a été parcouru par l'association Laguiole Aubrac-Auvergne, nous avons fait appel à Monsieur Aubry-Verdier, qui est son président. Monsieur Aubry-Verdier, vous dirigez avec votre frère Ronan la manufacture Verdier qui, depuis 1859, date de la première marque déposée par votre famille, a vu 6 générations de couteliers se succéder et propose une des gammes de produits les plus exhaustives de la coutellerie française. Établie à Celles-sur-du-Rôle, près de Thiers, capitale française de la coutellerie depuis près de 6 siècles, Verdier Manufacture perpétue les arts et de la coutellerie. Partant du principe édicté par Kenneth Blanchard qu'aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous, vous avez fait appel à vos capacités de négociateur et à votre aptitude à savoir rassembler les hommes pour créer l'association Laguiole Aubrac-Auvergne avec un objectif d'obtenir l'IG Couteau de Laguiole. Donc, en tant que président de l'association CLA, qui réunit 40 couteliers du bassin de Thiers et du territoire de Laguiole, et qui sont impliqués dans la fabrication du couteau Laguiole, quelles sont les raisons qui ont prévalu à la création de cette association? Et quels sont les objectifs que vous poursuivez? Tout d'abord, dès le départ, la Fédération française de la coutellerie, à laquelle j'ai participé activement, en 2008, a été sollicitée par l'État pour savoir ce que pourrait être une indication géographique, à l'image potentiellement d'indications géographiques des produits cultivés, enfin des indications des produits de la terre. Et donc on a été sollicité, on s'est dit tiens, il y a des choses qui sont dans l'air, et en 2012, un texte de loi a commencé à être élaboré, et notre député nous a sollicité sur ce que pourrait être une IG, et on a travaillé sur le texte de loi. La loi est sortie en 2014, et dans cet intervalle, au sein de la Fédération française de la coutellerie, et avec d'autres couteliers et collègues de la région de Thiers, et même de Laguiole que nous avions fait venir à Thiers pour en discuter, nous avons commencé à élaborer ce que pourrait être une association qui gère l'IG. Du coup, tout ça nous a motivés parce qu'on a trouvé un tronc commun, un fond commun, des arguments qui pourraient constituer un dossier de constitution d'indication géographique. Et donc, début 2015, tous ces gens, et on a sollicité bien sûr tous les couteliers concernés, et bien, se sont réunis dans une association pour justement proposer une indication. Alors, vous avez obtenu cette IG Couteau Laguiole, et certains opposants contestent la décision de l'Institut national de la propriété industrielle d'accorder cette IG à l'association CLA, car contrairement au label AOP, qui est lié à un territoire déterminé, exemple la coopérative Jeune Montagne de Laguiole pour le fromage, l'IG Couteau Laguiole comprend, elle,
plusieurs zones qui sont capables de déposer une IG sous, bien entendu, le contrôle de l'INPI. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas contradictoire, parce que dans les indications géographiques des produits industriels et artisanaux, on parle de terroir de fabrication. Et un terroir de fabrication n'est pas forcément joint. Mais même dans les produits alimentaires, il y a des AOP, voire des AOC, qui ont des zones distinctes. On peut penser au champagne, il y a 2 zones distinctes sur le champagne, contrairement à ce que les gens croient. Mais effectivement, quand on parle de terroir de fabrication, la loi n'est pas là, elle n'a pas été élaborée pour mettre de côté certains acteurs qui ont la légitimité de la fabrication par rapport à d'autres, qui entraîneraient une guerre fratricide. La loi, elle a été constituée pour 3 buts: éclairer le consommateur, défendre le savoir-faire et dynamiser l'emploi. Ça, c'est ça le texte de loi. Toute autre perception pourrait tenter à croire que certains auraient aimé avoir une indication géographique pour un but purement mercantile, commercial, et en faire un outil de concurrence, que je qualifierais de déloyale dans ce cas-là. Donc notre idée de couteau Laguiole Aubrac-Auvergne, c'était au contraire de fédérer les couteliers laguiolais et les couteliers tiernois qui sont d'un côté comme de l'autre légitimes dans la fabrication de ce produit, pour mieux se défendre vis-à-vis du reste du monde et des pays lointains. Alors, la production des pays lointains en tout cas. Alors justement à ce propos... peut-être des copies qui sont des copies. Voilà. Alors justement à ce propos, quelle protection l'IG Couteau de Laguiole va apporter aux couteliers? Eh bien en fait, la Constitution et le texte de loi incitent une association, un syndicat ou une entité à déposer un dossier. Et ce dossier, il est constitué en fait d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, il est extrêmement structuré par la loi en plusieurs points. Déjà le nom du produit, le type de produit que l'on met dedans, la qualité du produit, mais aussi, et c'est très important, le contrôle par un organisme extérieur et éventuellement les sanctions à apporter en cas de défaut à la qualité. Donc en fait, ça va apporter quoi? Ça va apporter une clarification de fait, parce que certains couteliers de Laguiole et de Thiers auront des produits du niveau d'IG et des produits qui ne le seront pas. C'est pas ça le souci. L'intérêt, c'est qu'avec les produits IG, on pourra se différencier sur le marché de tout autre produit et on pourra recréer auprès des consommateurs une confiance. Alors, le 14 avril 2022, l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande des couteliers du syndicat aveyronnais du couteau Laguiole. Quelles sont les motivations, selon vous, qui ont prévalu à cette décision de l'INPI? Alors, cette décision de l'INPI, c'est un dialogue qu'ils avaient avec le syndicat, puisque en fait, ils échangent de façon extrêmement hermétique vis-à-vis du reste du monde, hein, quand un dossier se constitue et est en cours d'instruction. Donc il faudrait plutôt questionner l'INPI à ce sujet. Maintenant, il est possible, et ça je crois que c'était paru au moins dans la presse, mais donc voilà, ce sont des avis venus de l'extérieur, donc il y avait peut-être un souci sur je crois, les statuts qui méritaient d'être remodelés, et quand on a des statuts qui sont à remodeler, eh ben, ça implique une deuxième enquête publique, mais ça c'est le texte de loi qui le définit. Donc j'ai du mal à répondre avec précision à cette question. Alors, le président des couteliers du syndicat aveyronnais du couteau de Laguiole, suite à l'obtention de l'IG par l'association Laguiole Aubrac-Auvergne, a déclaré ceci: on a un cahier des charges totalement bancal, avec des entreprises qui sont pour certaines situées à 200 km de Laguiole, qui veulent s'approprier le nom du village de Laguiole. Avec cette appellation, les consommateurs penseront acheter des couteaux en toute confiance, mais ils seront peut-être fabriqués à 200 ou 300 km de chez nous. Ça va créer une confusion dans les esprits, c'est une certitude. Là, on est sur du Made in France, on n'est plus sur une origine géographique. Que pensez-vous de cette réflexion du président du syndicat aveyronnais du couteau de Laguiole? En premier lieu, je dirais que je l'invite à lire le dossier que nous avons déposé à l'INPI, puisqu'il est en ligne, et il va se rendre compte de lui-même, de l'historique, peut-être qu'il ne connaît pas lui-même, malheureusement, de la fabrication du couteau Laguiole. Il va se rendre compte du territoire ancestral de fabrication, il va se rendre compte de la légitimité et du lieu du savoir-faire qui concerne ce produit. Le savoir-faire, il est depuis 150 ans, je dirais tiernois, mais ce qui n'enlève rien au savoir-faire laguiolais d'origine, sachant
sachant que depuis plus de 150 ans, les Laguiolais sont venus chercher des Tiernois, pour des raisons de capacité, des raisons d'amitié aussi certainement, mais des raisons aussi commerciales, sont venus chercher des Tiernois, et depuis 150 ans, les Tiernois ont été effectivement au service aussi des Laguiolais, même s'ils vendent leurs produits de leur côté. Donc en fait, dire qu'on vient, même j'ai cru entendre, voler un savoir-faire est totalement contradictoire, sachant que ces entreprises qui sont en fait à Laguiole, toutes récentes, depuis un peu plus de 30 ans en place, se sont toutes construites, bâties, en allant chercher tout ce qui leur manquait à Thiers. Que ce soit des machines, que ce soit le savoir-faire, que ce soit des pièces détachées, parfois des produits finis, et encore aujourd'hui, que ce soit des services, des rangs de fabrication, ce qu'on appelle, des choses qui ne se font pas à Laguiole, et même jusqu'à la formation. C'est-à-dire qu'ils envoient leurs apprentis à Thiers. Donc dire que le savoir-faire, qu'on vole à Laguiole un savoir-faire, est complètement ubuesque. C'est plutôt le savoir-faire qui est transféré avec une grande amitié et un grand partenariat au Laguiolais. Maintenant, quant à la dénomination de Laguiole, est-ce qu'on s'accaparerait le nom de Laguiole? Mais pas du tout. Je veux dire, c'est le couteau Laguiole qui a donné sa notoriété au village. C'est pas l'inverse. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Le couteau Laguiole, il a été baptisé ainsi, d'ailleurs par des Tiernois, parce qu'il fallait qu'ils différencient toute leur production de couteaux régionaux, je pense à la fin du XIXe siècle. Et il s'est appelé comme ça parce que c'était sa zone de chalandise, on peut dire. C'est ici que se vendait ce type de couteau. Donc, voilà, je veux dire, il n'y a absolument aucune animosité des Tiernois vis-à-vis des Laguiolais, et des Laguiolais qui sont bien d'accord avec nous, parce qu'il y a des gens de Laguiole qui sont tout heureux d'avoir cette indication géographique avec les Tiernois, parce qu'elle traduit la réalité géographique par les territoires, historique et économique de ce modèle. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens, dans les années 80, d'un personnage célèbre du bassin coutelier de Thiers, qui était Guy Fayet, qui, en collaboration avec Léopold Glandière, qui l'a pris d'ailleurs très souvent, venait faire des démonstrations de fabrication de couteaux, réparer, expliquer la fabrication des couteaux Thiers devant la boutique de Léopold Glandière. Oui, et qui avait acquis aussi à Laguiole et auprès des acheteurs une grande réputation. Tout à fait. Alors, Vincent Alazard, maire de Laguiole, a considéré cette décision incohérente, la décision de l'INPI, et incompréhensible. On se retrouve, a-t-il ajouté, dans une situation où une association extérieure à Laguiole veut s'approprier le couteau de Laguiole. Les couteliers vont analyser la situation et se positionner rapidement sur un éventuel recours. Quelle chance aurait cette initiative d'aboutir qui a été publiée, l'INPI ayant fait publier, bien entendu, sa décision au journal officiel? Eh bien, on a dans notre pays, de toute façon, une législation qui permet les recours. Eh bien, pourquoi pas que les gens utilisent les recours, c'est leur droit fondamental. La chance d'aboutir, ça, c'est le tribunal en question qui jugera. Moi, ce que je pense, c'est que M. le maire de Laguiole devrait également s'instruire du dossier, c'est-à-dire aller le lire dans les formes et se rendre compte qu'il n'y a absolument aucune exclusion de couteliers laguiolais dans le dossier fait d'ailleurs en collaboration avec les Laguiolais et dans notre association. Il y a un moment, il faut être... j'ai entendu dire que ce serait la fin ou des difficultés entraînées à Laguiole de façon très importante, mais qu'on m'explique. En 30 ans, le nombre de couteliers et de personnes travaillant à la coutellerie à Laguiole est passé de 0 à 200, un peu plus de 200. Et grâce à Thiers, en grande partie, avec les échanges, les membres du syndicat adverse ont travaillé en collaboration et travaillent toujours en collaboration et viennent chercher ce qui leur manque à Thiers, comme je disais tout à l'heure. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui, avec une IG, ça changerait? Je veux dire, Thiers, et pas que le Tiernois, additionné du grand talent d'Laguiolais qui ont su entreprendre, ont permis, ensemble, de développer la coutellerie à Laguiole. Pourquoi ça changerait aujourd'hui? Surtout, lisez le dossier et vous verrez qu'il y a une grande cohérence et une grande pertinence à se défendre ensemble contre le vrai souci qui sont les produits, les copies de pays un peu lointains. Monsieur Verdier, merci pour votre participation. Et je pense qu'effectivement, on aura quelques nouvelles des procédures engagées contre cette décision de l'INPI qui, je le rappelle, a été publiée au journal officiel et dévoile un avenir assez brillant à l'économie de Laguiole, puisque, comme vous venez de le souligner, cette économie s'est développée
grâce à la collaboration entre Thiers et Laguiole. Merci beaucoup. Je tiens à souligner et à remercier quand même tous les gens qui, à Laguiole comme à Thiers, mais particulièrement aussi à Laguiole, ont soutenu et soutiennent encore ce dossier, même si certains n'osent encore se prononcer, parce que quand on rédige ce genre de dossier, c'est quand même un grand réconfort de se sentir soutenu des deux côtés. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Christian Lemasson, bonjour. Vous êtes ethnographe, titre savant, spécialiste de l'histoire de la coutellerie française et vous collaborez régulièrement à une revue de coutellerie d'art. Vous avez participé à des documentaires sur le couteau Laguiole diffusés par les chaînes de télévision France 3, France 5 et Arte. Votre attachement à la terre de vos ancêtres aveyronnais vous fait pencher sur l'histoire du couteau de votre arrière-grand-père. Cette aventure est partie de là. Du moins, c'est ce que disent ceux qui ont bâti votre biographie. Vous avez entrepris vos recherches pendant 8 ans avec les instruments de l'historien pour publier le très bel ouvrage qui est Le Laguiole, un couteau d'exception, qui est un ouvrage remarquable. Et, soulignons-le, cet ouvrage a reçu le prix Talent d'Aveyron 2000. Il a été publié en 2019. Et en 2020, il obtenait donc le prix Talent d'Aveyron. Pouvez-vous nous parler, avec toute la science historique qui est la vôtre, de l'origine du couteau Laguiole et de l'installation des premiers couteliers? Alors, en ce qui concerne l'origine, bon, déjà, sur l'Aubrac, on a toujours eu besoin de couteaux. Avant, on avait des couteaux qui n'étaient pas des couteaux ferments. Il faut attendre le début du 19e siècle pour que s'installent les premiers couteliers à Laguiole. Bon, d'abord un coutelier qui s'appelait Moulin, ensuite un jeune coutelier qui s'appelait Calmels, mais à l'époque on faisait des couteaux paysans puisque la clientèle c'était une clientèle extrêmement rurale. Le couteau était donc très simple. Il faut attendre les années 1850 pour que l'on ait à la fois un développement du pouvoir d'achat des populations rurales et qu'on puisse justifier donc économiquement l'arrivée d'autres couteliers. Donc dans les années entre 1850 et 1870, on a eu 5 ateliers, 7 ateliers, pour arriver dans les années 1890 à 35 personnes travaillant dans la coutellerie, mais ayant toujours un savoir-faire artisanal. Tous les couteaux étaient faits un par un à la main, étaient forgés. On utilisait les ressources locales comme la corne. Et les couteliers, quand est arrivé le train dans les années 1878, se sont dit, mais comme les Aveyronnais étaient toujours des gens assez entreprenants, ils se sont dit, mais pourquoi on n'irait pas faire des concours? Il y a des concours de coutellerie dans les principales foires, des concours qui sont homologués par l'administration française, et bien allons faire ces concours. Donc ils ont pris leur valise, ils sont allés dans les concours, et le couteau de Laguiole a commencé à avoir des médailles. Ça s'est su, et comme à Paris, il y avait une clientèle particulièrement captive qui étaient les originaires de l'Aveyron, il y avait une très grosse émigration. Les Bougnats. Absolument, les Bougnats, comme ma grand-mère, mes arrière-grands-parents. Et ces gens-là ont fait la publicité du Laguiole. Progressivement, les couteliers ont bénéficié d'un écho, puisque les Bougnats sont devenus des propriétaires de plus beaux établissements qui accueillaient les artistes, les journalistes. Et donc il y a toute une aura à partir des années 1900 qui s'est développée autour du couteau Laguiole. Or, problème, à Laguiole, on continuait à faire des couteaux artisanaux. On était incapable d'assurer une augmentation de la production. Et cette augmentation de la production, c'était pas x2. Bon, on aurait pu travailler plus longtemps. C'était x10, x20. Et donc, ils se sont retournés vers des solutions qui étaient d'aller voir les gens de Thiers, de leur demander, en choisissant des bons artisans à Thiers, de leur dire, écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire des couteaux à notre nom, on garderait notre nom comme marque sur le couteau. Nous, de l'autre côté, on va continuer à fabriquer à plein pot,
Mais on va donc recourir à nos amis de la coutellerie tiernoise. Voilà. Et donc c'est ce qui a fait que l'histoire de ce couteau est passée d'un couteau paysan à un couteau fait sur 2 territoires. Dans une parfaite entente. Parce que il y a même eu des couteliers connus qui ont demandé à ce qu'un artisan tiernois, par exemple, soit le parrain de leur fille, ou le tiernois allait manger, coucher chez le coutelier Layolais. Jusqu'à les années 1950, on a une excellente entente entre ces différents confrères, entre ces 2 territoires. Effectivement, la marque Layol, qui a été déposée à Thiers le 27 août 1868 par Anne Hérodier, peut laisser à penser que la fabrication des couteaux de Layol par les couteliers de Thiers a commencé il y a 154 ans. Oui, mais c'était un épiphénomène. Si quelques couteliers au départ, notamment Poyet, Sivet et Rodier-Fauchery, ont fait quelques couteaux pour eux, en fait c'est surtout dans la sous-traitance, et on le voit par l'étude des comptabilités, c'est surtout dans la sous-traitance, jusque dans les années 1880, que l'essor du Layol à Thiers est prédominant. Les couteliers ensuite layolais se sont dit mais pourquoi pas, ayant une demande en dehors de la région de Layol, se sont dit mais pourquoi on ne ferait pas nos couteaux à nos propres marques. Et c'est à partir des années 1880-1890 qu'on commence à avoir des marques tiernoises qui sont aussi connues dans le couteau, Bessé-Jarige, Sauzet d'Angély et d'autres. Et voilà, donc un peu comment sont apparus 2 systèmes de commercialisation. Commercialisation au nom de couteliers layolais et des marques qui commençaient à avoir leur réputation avec leur qualité tiernoise, sans que les gens voient une différence au niveau de la qualité. Et dans les années 1950, progressivement, la coutellerie layolaise passait de 3 artisans, 1 artisan, et il n'est plus resté qu'un seul artisan, Pierre Calmet, qui continue à faire quelques beaux couteaux, et faisait appel à ses amis tiernois pour complémenter sa gamme. Alors justement, il peut paraître étonnant que les opposants à Ligier Couteau Layol aujourd'hui contestent le fait que depuis des lustres, de nombreux couteliers aveyronnais de grande notoriété ont fait le choix de la sous-traitance pour tout ou partie de leur production. Il y a une logique économique derrière. Parce que quand on vend, quand on fabrique un couteau soi-même, on met autant de temps que pour en vendre 3. Les couteliers tiers, à Thiers, on avait la coutellerie qui était segmentée. Chaque artisan ne faisait qu'une partie du travail. Alors qu'à Layol, on faisait tout le travail sur un couteau. Un artisan était capable de faire la forge, la trempe, le montage. Alors qu'à Thiers, on divisait ses rangs. Alors, il y en a un qui forgeait les lames, un autre qui forgeait les ressorts, un troisième qui assurait le montage, un autre qui faisait les moutures au rouet. Et à force de ne faire qu'une seule opération, on finissait par avoir une meilleure organisation du travail et du rendement et pouvoir arriver à des prix de production qui étaient inférieurs, ce qui garantissait aux couteliers, par exemple layolais, quand ils revendaient un couteau tiernois, d'avoir toujours la même marge. Mais pendant le temps qu'il aurait été immobilisé à faire un seul couteau, il en vendait 3 ou 4, surtout les jours de foire. Christian Lemasson, merci. Merci de nous apporter votre savoir qui est pléthorique. Et merci surtout pour le travail que vous fournissez afin que les générations futures et aussi on puisse leur transférer le savoir ancestral de nos couteliers. Car s'il est important de transférer la compétence coutelière, il est aussi important de transférer le patrimoine. Merci, merci. C'est avec plaisir. Michel Chambon, bonjour. Bonjour. Monsieur Michel Chambon, vous êtes un coutelier émérite depuis 1985 et c'est en 2015 que vous vous êtes installé à Soulages-Bonneval où vous nous accueillez aujourd'hui. En 1985, vous avez fait partie d'une équipe de passionnés qui, avec quelques
quelques élus du plateau de l'Aubrac, je pense ici notamment à notre ami André Rénal, maire de Cantoin, qui est devenu la capitale mondiale de la cornemuse, et vous avez facilité le retour d'une fabrication dans son berceau d'origine, dont Christian Lemasson nous a parlé tout à l'heure, et qui était tombée uniquement avec la présence de M. Calmels. Activité qui génère aujourd'hui plus d'une centaine d'emplois pour une quinzaine de coutelleries. Pourtant, en 1985, lorsque vous avez manifesté votre souhait de relancer la fabrication du couteau de l'Aïeul, nombreux étaient ceux, même parmi les élus, qui vous considéraient comme un farfelu et qui vouaient votre initiative à un échec certain. Oui, tout à fait. Ça a été une idée de la municipalité de l'Aïeul dans un premier temps, et puis des élus du plateau de l'Aubrac, donc de relancer cette coutellerie. Il n'y avait plus de savoir-faire, plus de machines, plus rien. Donc on partait de zéro. C'était compliqué, même pour nous qui y croyons. Donc on s'est retrouvé à 5 personnes à être intéressés pour relancer la coutellerie. Le problème, il fallait trouver une formation. La formation, on a commencé par demander, par l'intermédiaire de la Chambre des métiers à Thiers, et bon, Thiers n'a pas voulu nous former, nous a répondu poliment qu'ils n'avaient pas le temps ou bien que ça ne les intéressait pas. Donc on s'est retourné vers Nogent-en-Bassigny, en Haute-Marne. Donc c'est un monsieur Vandeval qui était artisan, qui fabriquait des ciseaux et des instruments de chirurgie, qui nous a pris chez lui pendant un an. Donc tous les jours on allait en cours chez lui. Et on a appris les techniques du polissage. Personnellement, bon, j'étais ajusteur de métier, tourneur, fraiseur, ça m'a aidé pour comprendre le mécanisme du couteau. Avec l'aide du forgeron Jean-Michel Mazelier qui était installé à Thiers et qui a bien voulu nous donner quelques pièces pour commencer à faire nos premiers couteaux. Donc on s'est installé début 85, fin 85. On a créé une entreprise qui s'appelait Le Couteau de l'Aïeul. Donc on était 4 associés à part égale. Et le 5e, lui, a voulu s'installer, Gérald Coudert, il s'appelait, il a voulu s'installer à Estaing et a créé sa propre marque. Donc le seul qui ne parlait pas occitan de l'équipe a baptisé son couteau Lou l'Aïeul. Lou l'Aïeul, ça veut dire le l'Aïeul en occitan. Voilà. Et rapidement, notre entreprise a fonctionné. On a commencé à former des gens. On a même des couteliers thiernois qui nous ont aidés pour la formation. Je pense à Charles Coutier, qui, excusez-moi parce que je pense à lui, là, en ce moment il n'est pas bien. Donc qui nous a aidés, qui a formé 2 de nos apprentis, les premiers apprentis, puis les autres on les a formés chez nous. Et donc ça a fonctionné jusqu'en 87, où la personne de la Chambre des métiers qui était là pour nous aider à nous installer, dans le dos de tout le monde, a créé une entreprise qui s'appelait les Forges de l'Aïeul. Donc on n'a pas trop apprécié. Bon, les Forges de l'Aïeul ont rapidement absorbé Jean-Michel Mazelier, notre forgeron, et rapidement nous ont coupé les livres au niveau des pièces détachées. Et donc, de ce fait, on s'est retourné vers un forgeron de Thiers qui s'appelait Pironin, et on a commencé à travailler avec des pièces de chez Pironin. Donc on a travaillé pendant à peu près 20 ans avec M. Pironin. Puis ensuite, mes associés ont vu arriver beaucoup de commerçants qui ont commencé à débaucher nos ouvriers. Et là, ils ont décidé de vendre leur part. Et c'est les Forges de l'Aïeul qui ont racheté. Donc j'ai été vendu avec les meubles. Et j'ai quitté les Forges de l'Aïeul en 2012 parce que je ne supportais plus leur façon d'agir. Surtout, bon, par rapport à moi, ils me considéraient comme une pièce rapportée. Je ne participais pas aux réunions. En fin d'année, je ne participais pas à la distribution de bénéfices. Et donc j'ai créé ma propre entreprise en 2015, la Soulage. Donc j'ai déposé ma marque, c'est mon nom, Chambon-l'Aïeul. Pour les pièces détachées aujourd'hui, je me sers à Espalion chez l'Aïeul Village. Et tout se passe bien pour moi. Donc je suis un coutelier indépendant aujourd'hui. Alors comment se fait-il qu'un conseiller technique qui devait analyser votre dossier
à la chambre de métier, dont c'est le travail, non seulement d'analyser la demande d'installation d'un artisan, mais également de l'aider à trouver les financements, ait pu commettre un délit d'initié, ouvrir une entreprise au nom de son épouse pour qu'il n'apparaisse pas, et développer une forge de l'Aïol avec un financement venu d'investisseurs parisiens. Parce qu'il a vu que notre entreprise fonctionnait, donc nous en fait on était là pour tester le marché. Quand il a vu que ça fonctionnait, il s'est dit c'est l'opportunité pour monter une grosse entreprise qui va bien fonctionner, et surtout c'est des gens qui ne sont pas couteliers à la base, ils sont là uniquement pour faire du fric. Et comment a réagi la Chambre des métiers? Vous avez... Mais la Chambre des métiers, je vais vous dire, il était pressentiste, personne, pour être directeur de la Chambre des métiers. Moi j'ai eu un contact avec Albert Dehaut qui était président, il m'a dit personnellement, Albert Dehaut, président de la Chambre des métiers, c'est pire que si j'étais cocu, quand il a appris qu'on avait monté cette entreprise dans son dos. Et en fait, le directeur de la Chambre des métiers n'a rien dit parce que c'était le copain du gars qui avait monté les forges de l'Aïol et qui lui avait laissé la place de directeur, sinon ça aurait été lui le directeur. Eh bien, alors aujourd'hui, comment concevez-vous l'avenir avec justement la naissance de l'IGP Couteau l'Aïol? Pour moi, c'est une chance historique. Ça permettra aux deux bassins de coutellerie de travailler ensemble et donc sans se cacher, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il y a des gens qui font travailler des couteliers Tiernois en cachette et qui les critiquent par derrière. Donc, ils ne pourront plus faire ça. Et ça ouvrira les yeux de tout le monde, et demain, on pourra faire un couteau français de bonne qualité, et peut-être on pourra empêcher les importations pakistanaises ou chinoises de mauvaise qualité d'envahir le territoire français et international. Michel Chambon, je vous remercie et je vous souhaite bon vent pour l'avenir. Hein, vous êtes jeune encore, oui. L'avenir est pour vous avec l'IGP Couteau l'Aïol. Merci. Merci. Cathy Capel, bonjour. Bonjour. Vous êtes coutelière depuis 1992. Votre entreprise, l'Aïol Village, est implantée à l'Espagnol. Et cerise sur le gâteau, vous êtes une des rares femmes qui exercent le métier de coutelier. Puisqu'on connaît des femmes préfets, commissaires divisionnaires, on connaît des femmes chefs d'entreprise, pilotes d'avion, mais on n'a que peu de femmes qui exercent dans le métier de la coutellerie. Alors, vous n'avez pas intégré le syndicat aveyronnais du couteau de l'Aïol. Quelles sont les raisons qui ont motivé votre décision? Alors, bon, le syndicat des couteliers, bon, tout à l'heure vous avez parlé de rumeurs qui circulaient. Tout d'abord, le syndicat des couteliers fabricants du couteau de l'Aïol aveyronnais, ils sont au nombre, contrairement à ce qu'ils disent dans tous les médias, ils sont au nombre de 4, c'est 4 propriétaires. Il y a peut-être 7 identités, 7 sociétés, mais c'est 4 propriétaires, 4 couteliers. Alors voilà, l'IG c'est fait pour fédérer, et donc je pense que la situation que nous avons aujourd'hui, le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est justement dû au travail de ce syndicat. Ils peuvent s'en prendre à tout le monde. Je pense que c'est dû à leur travail. Voilà, déjà une des premières raisons, c'est que ils sont 4. Nous sommes très nombreux sur le bassin de l'Aïol. Il y a des indépendants, il y a des petites structures. Beaucoup de ces indépendants et petites structures n'ont pas été approchés, ou s'ils ont été approchés comme moi, n'ont pas voulu intégrer ce syndicat parce que déjà il y a des règles bien particulières. L'une des règles qui m'a empêché de rentrer dans ce syndicat et qui pour moi est très importante, c'était le droit de vote. Si je rentrais dans le syndicat, je n'avais qu'une voix, alors que mes collègues, les 4, avaient chacun 3 voix. Donc à quoi bon intégrer un syndicat dans lequel ma parole n'aurait pas été prise en ligne de compte? Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut préciser, qu'il faut expliquer, parce que même les politiques n'en ont pas pris conscience. C'est que lorsqu'on parle, dans l'émission encore hier, lorsqu'on parle des couteliers de l'Aïol, le syndicat n'est pas représentatif. Peut-être en chiffre d'affaires, mais il y a une kyrielle de petits couteliers qui n'ont jamais eu leur mot à dire. Et je pense que
c'est très dommageable. Et le fait de fédérer pour une IG, ça ne l'a pas été possible sur le bassin de l'Aïole, ou avec après une ouverture sur tiers. Mais il y a eu un loupé dès le départ. Et puis s'asseoir à la table de ce syndicat, c'est aussi très particulier, parce qu'il faut aussi préciser que ce sont beaucoup de procéduriers, donc c'est très difficile de dialoguer avec eux. Donc il y a cette structure qui n'est pas mutualiste ou coopérative, qui a jeté un froid et qui vous a fait reculer, puisqu'effectivement dans toute société mutualiste ou coopérative ou syndicale, un homme ou une femme égale une voix. Et puis vous les rendez aussi responsables de la situation qui aujourd'hui est celle de la coutellerie de l'Aïole. Exactement. Le maire a beau dire ce qu'il veut, au jour d'aujourd'hui, la situation qui prévaut depuis le 23 septembre est due à leur travail. Voilà. Ok. Et en tant que femme coutelière, je dis qui est quand même un phénomène rare dans les bassins couteliers, quelle est votre approche du comportement, je dirais, de la tradition de la coutellerie par les hommes, alors que vous êtes une femme et que vous avez pris à bras-le-corps cette passion qui vous cheville au corps, qui est le couteau? En fait, moi je suis aveyronnaise, je suis du Nord-Aveyron, je suis de Saint-Côme depuis de nombreuses générations, et c'est vrai que même en étant une femme, quand j'avais 8 ans, on m'a offert un couteau de l'Aïole. Donc j'ai toujours aimé ce petit couteau, j'ai toujours aimé l'artisanat. Pour moi, c'est même pas un couteau, c'est un bijou. C'est un objet que je trouve d'ailleurs très dommage tout ce qu'on lui fait à ce pauvre petit couteau, mais c'est quelque chose qui fait partie intégrante de moi. Et je ne me vois pas faire autre chose. Par contre, il faut préciser que je suis incapable de monter un couteau, parce que ce n'est pas 2 mains que j'ai, mais c'est 4 pieds. Par contre, je suis capable peut-être de gérer une entreprise. Et je suis toujours aussi passionnée de cet objet et de l'artisanat français. Et il faut défendre l'artisanat français. Voilà. Oui, c'est encore très affectif, puisque chacun sait que depuis l'enfance, quand on regarde les yeux des enfants qui voient un couteau, ils ont bien entendu envie de s'en saisir et de le mettre dans leur poche. Donc c'est effectivement un objet qui est chargé d'émotions. Et ça, vous avez gardé ce souvenir d'enfance qui aujourd'hui fait un peu les raisons de l'exercice de votre profession. Voilà, même dans les années 90, quand j'ai commencé à faire les salons aux 4 coins du monde, je suis allée à Santiago du Chili, à Beyrouth, en Chine, au Japon. Les clients, ils étaient émerveillés, ils étaient émerveillés de voir cet objet. Et puis aussi, c'était tout ce qui suivait, parce que je ne me déplaçais jamais sans prendre le fromage de l'Aïole, sans prendre le vin d'Esther, et déguster tous les produits du terroir. C'était vraiment un objet attaché au terroir, mais au terroir français. Cathy Capel, merci. Merci pour votre participation. Francis Barbillard, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez bien sûr en collaboration avec Cathy Capel, bien sûr à Espalion, bien sûr en développant l'image du l'Aïole Village. Alors, quel intérêt pour vous, qui êtes un coutelier de métier, d'avoir aujourd'hui la possibilité d'accéder à l'IG Couteau l'Aïole? Bon, bonjour déjà. Je vais déjà commencer un petit peu par un historique assez rapide. Bon, on parlait de coutelier, bon, je n'ai que 10 ans de coutellerie, hein. Donc je ne suis pas très ancien dans le métier. Bon, j'ai peut-être un petit peu de fabrication dans les mains. Je suis dans ma 50e année de mécanique. Voilà, j'ai commencé, j'avais 16 ans, j'en ai donc 66. Et j'ai vu pas mal de choses, quoi. Donc, pour multiples raisons, quand nous sommes... j'ai vendu ma société en 2010, j'ai terminé donc la mécanique de précision. J'ai terminé aussi comme consultant pour Airbus, Dassault, ainsi de suite. Et j'ai aidé ma femme, qui avait fait un petit souci, donc à remonter cette société l'Aïole Village. Elle m'a dit, tu sais, tu ne connais pas dans le couteau, comment... j'ai de la mécanique dans les doigts, dans le commercial, je sais bosser, tu sais compter, on y va. Voilà, l'affaire a démarré comme ça. Donc,
Alors en démarrant, bien sûr, il a bien fallu acheter. J'ai dit on va faire des pièces, on va faire nos pièces. Je ne concevais pas ça autrement que de travailler sans faire nos propres pièces. C'est quand même assez. Je n'avais pas encore toute cette idée de me faire aider de quelqu'un d'autre. Donc j'ai commencé par une machine, deux machines, trois machines, de la découpe, de la presse, ainsi de suite. Et l'affaire est partie comme ça. Ensuite, bon, je dois quand même le souligner, je me suis fait quand même aider pour le choix de certaines machines par un tiers-mois qui est décédé aujourd'hui, qui est Léo Sanajuste. Et ensuite, je me suis fait aider aussi de sous-traitants tiers-mois, on appelle ça des sous-traitants. Je les cite, des gens comme la société Fafourneau, qui nous a énormément aidés, des gens comme MTT pour les trampes, Moulin pour les émontures, enfin voilà, les gens qui nous ont vraiment été Terminam, un gars qui est à Lesoux aussi, et qui lui nous aide sur des façons de travailler, quoi. Donc en deux mots, nous réalisons quand même beaucoup de choses chez nous. Voilà, bon, l'affaire a bien démarré, on a eu beaucoup de mal au départ. On n'a pas fait que du layol, nous avons créé notre marque pour nous diversifier un petit peu, ce qui nous a fait connaître aussi par la diversité de ce que nous produisons. Donc nous avons progressé là-dessus, bon, aujourd'hui on a les bonnes années. Maintenant, cette histoire d'IG, dont on veut parler, comment un petit peu je vois la chance. J'ai un œil extérieur à tout ça, je n'ai pas un œil que de coutelier, vous voyez. Je suis en bout de carrière, je suis au bout de tout ça. Moi je dis qu'aujourd'hui, je vois un bon avenir quand même, je vois un bon avenir dans des accords que nous pourrions avoir avec hier, mais des accords francs. Aujourd'hui, c'est pas franc ce qu'il y a, c'est pas franc. On a beaucoup de gens que l'on voit, qui passent à la télé, qui utilisent les politiques, qui ne connaissent pas le quart de la situation, et on voit ces gens-là passer, rassurer les gens en disant, nous on fait ci, on fait tout chez nous. Non. Il faut arrêter ce genre de choses. Nous, on ne fait pas de bruit. Ce que l'on fait, on le fait. Je sais le faire. Maintenant, je vois quand même d'un bon œil et j'espère qu'à l'avenir, il y aura un rapprochement. Mais la base de ce rapprochement, ce serait déjà de retourner un petit peu la tête de ces gens du syndicat qui aujourd'hui parlent beaucoup, mais voilà, je ne saurais pas tellement m'expliquer là-dessus. Il y a une grosse part de, je le dis, tant pis, hein, une grosse part de mensonge et de tricherie. Eh bien nous, on ne ment pas et on ne triche pas. Ce que l'on fait à tiers, on le fait à tiers, on le dit et on en est fier. Parce que si on en est où on en est aujourd'hui, c'est grâce au travail de ma femme, à mon travail et au travail des tiers noirs. Parce que pas un seul layolé est venu nous aider quand on a commencé. Ça a été les bâtons et ça a été les tribunaux. Et je le dis, je ne cite pas de nom, mais c'est comme ça. Monsieur Bernir, merci de votre franchise et espérons que votre vœu de voir dans l'IGP Couteau Layol une possibilité, bien entendu, de sortir de ce marasme de communication. Et on ne peut que souhaiter bon vent pour l'avenir de votre société, parce que vous parliez de votre âge, mais vous savez que la valeur n'attend pas le nombre des années, 10 ans de coutellerie. Vous savez, M. Pourrade, ma femme a 57 ans, j'en ai 66, elle n'est pas encore à la retraite. Bon, je suis un peu mal foutu aujourd'hui, mais le canard est toujours vivant. Tant que ma femme sera là, je serai là. Eh bien, merci et bravo pour votre participation. Merci également de votre franchise et bon vent pour l'avenir. Merci, M. Pourrade. Michel, bonjour. Alors, tu as à deux reprises, en 2007 et en 2011, avec la réalisation de couteaux d'exception, décroché le Graal de l'excellence avec, bien entendu, le titre de meilleur ouvrier de France. Alors, ce titre prestigieux qui confère au coutelier qui le reçoit un label d'excellence pour les couteaux d'exception qu'il élabore, a dû, bien sûr, booster ta réputation dans le milieu coutelier de tiers. Alors, l'IGPIA Couteau Layol, obtenu il y a quelques jours par l'association Couteau Layol Aubrac-Auvergne, rejoint-elle, selon toi, l'esprit de savoir-faire, de précision des gestes techniques et de professionnalisme qui est exigé des meilleurs ouvriers de France?
Ben, disons que voilà, ce qu'il y a d'important, c'est que voilà, là maintenant l'INPI a tranché, est parti sur un cahier des charges sérieux, donc ça va permettre voilà, d'avoir un référentiel au niveau qualitatif sur les produits. Donc ça c'est une bonne chose, ce qui veut dire que on ne devrait plus voir à l'avenir de couteaux de très mauvaise qualité, ce qui va permettre voilà, de pouvoir collectivement pouvoir se baser sur quelque chose pour pouvoir lutter surtout en priorité contre ce qui vient d'Asie, voilà, qui est de très mauvaise qualité. Donc là, pour ça, c'est une très bonne chose. Alors, comment tu conçois, toi, en tant que meilleur ouvrier de France, la façon dont doivent s'organiser les couteliers qui souhaitent obtenir un IGP Layol? Comment doivent-ils s'organiser? Comment doivent-ils travailler? Alors, on a passé une petite période de tension. Bon, maintenant, l'INPI a tranché. C'est-à-dire, l'INPI a fait un travail, il faut le reconnaître, extraordinaire de recherche. Voilà, au niveau de l'histoire, ils ont vraiment été dans le détail. Alors, là, maintenant, il y a un moment, si on veut, il va falloir jouer collectif. C'est-à-dire, arriver vraiment à se mettre tous ensemble autour d'une table de façon à pouvoir lutter justement contre ces produits asiatiques. Voilà, c'est-à-dire que il faut vraiment maintenant, je pense, un peu faire table rase de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et arriver à se mettre d'accord pour travailler collectivement, pour préserver le produit. Maintenant qu'on a, grâce à une espèce de cahier des charges qui a été établi, voilà, on a un référentiel. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, toi qui as atteint, je dirais, les sommets de l'Everest ou de l'Annapurna dans la qualité coutelière, quel projet aujourd'hui anime un peu ta passion du couteau? Est-ce il n'y a pas je dirais, de titre, de label supérieur à celui de meilleur ouvrier de France? Il y a des labels qui je dirais, sont un peu ex aequo, comme le VP, mais par contre, quand on a atteint les sommets, il n'y a plus qu'une seule voie, c'est d'améliorer la créativité, c'est de créer des nouveaux couteaux. Ou est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres reconnaissances qui pourraient, je dirais, valider aujourd'hui ta qualité de chercheur, de créatif, de précision des gestes techniques? Est-ce que tu as des projets précis en la matière, ou est-ce que tu vas, je dirais, continuer ton travail d'artisan coutelier meilleur ouvrier de France en essayant simplement d'améliorer les créations, de chercher peut-être des nouveaux modèles? Alors, moi en tant que meilleur ouvrier de France, c'est-à-dire je travaille beaucoup sur commande, donc j'ai souvent les clients qui arrivent un petit peu avec leur idée. Donc je fais toutes sortes de produits, mais c'est vrai que j'ai quand même un vrai attachement en tant que layolais pour le layol. Ça reste pour moi peut-être le plus beau couteau. Alors, ça fait 30 ans que je fais ce métier et j'ai pas fait le tour. C'est-à-dire, le layol, j'ai pas encore fait le tour. C'est-à-dire, c'est un outil, c'est un couteau qui est formidable parce qu'il permet de vraiment, au niveau, le terrain d'expression qu'apporte le couteau layol, il est extraordinaire. C'est-à-dire, voilà, ça fait longtemps, mais j'ai pas fait le tour. Donc, c'est un couteau que je continue encore à découvrir et à aimer de plus en plus et je m'en fatigue pas. Voilà, ça c'est le gros avantage. Mais alors avec notamment la conception que lui ont donnée les premiers comme Calmels, est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on peut décliner d'autres formes en respectant l'historique du couteau de Layol? Oui, mais c'est voilà, on peut le varier à l'infini. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a des nouveaux matériaux qui arrivent. Et on peut vraiment amener des choses nouvelles en matière de couteaux, avec des nouveaux matériaux, les guillochages, parce que moi je travaille beaucoup sur le ciselage. Oui. Donc ça permet de varier les plaisirs à l'infini. Oui, on voit que tu as fait varier la mouche. On a des truites, on a des loups, on a des personnages qui illustrent un peu d'ailleurs l'imaginaire. Oui, mais de la même façon que dès le départ, les couteliers, qu'ils soient layolais ou tiernois, n'ont pas toujours mis une abeille. On a vu des traites, des coquilles Saint-Jacques, des têtes de Marianne,
on voit encore régulièrement passer des couteaux qui ont 100 ans et avec des choses extraordinaires. Donc là, voilà, moi j'ai des gens qui vont arriver, ils vont me dire, voilà, moi je suis passionné par l'Afrique, je voudrais un éléphant. Donc on reste un peu sur cette customisation, en fait, qui fait que les gens, en partant sur une base Layol, ils vont pouvoir se construire une pièce unique. Jean-Michel, ben merci pour Merci à vous. déjà toute la lumière que tu as apportée sur l'évolution de la coutellerie à Layol. 2 fois meilleur ouvrier de France, hein. Il y en a très peu puisque ton concurrent direct, ton ami Robert Bayonnet, est dans le bassin de Thiers. Il y a malgré tout d'autres Aveyronnais comme l'AMIC qui ont obtenu aussi le titre de meilleur ouvrier de France. Donc vous faites partie de ceux qui vont transmettre maintenant le savoir-faire des anciens aux futures générations. Voilà, et ce qu'il y a de bien justement, c'est que entre la famille des meilleurs ouvriers de France, c'est une famille, voilà, tout est dit. Donc j'espère que à l'avenir, si les meilleurs ouvriers de France, on peut aider éventuellement à fédérer, ça serait une bonne chose. C'est un excellent objectif. Voilà. Merci Jean-Michel. Merci à vous. Alors, nous espérons que cette rencontre avec les professionnels de la coutellerie de Layol et de Thiers vous aura permis de mieux comprendre les motivations qui ont amené les fondateurs de l'association Layol-Aubrac-Auvergne à déposer un dossier IGPIA pour obtenir l'IGP Couteau Layol. IG Couteau Layol, pardon. Vous voyez la technique. L'obtention de ce label au prix de l'INPI est un hommage au travail des artisans de Layol et de Thiers qui ont fait du couteau de Layol un symbole de l'artisanat coutelier. Ensemble, les artisans de Layol et de Thiers vont pouvoir promouvoir le couteau Layol, protéger le savoir-faire ancestral de ce couteau, hors, bien entendu, de la zone spécifique de Layol, dynamiser l'emploi et rétablir la vérité autour de l'histoire du Layol, telle que nous l'a rappelé tout à l'heure Christian Lemasson. Les couteliers de Layol et de Thiers, indissociables depuis 150 ans quant à la fabrication des couteaux Layol, vont ouvrir ensemble une nouvelle ère de renouveau économique pour le couteau de Layol, comme la première ère a débuté en 1985. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis au cours de cette réunion des couteliers professionnels de Layol et de Thiers. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous vos contacts.